Merci. Jean-Marie Le Guen, vous êtes député PS de Paris, donc nous sommes maintenant dans la majorité parlementaire, même si vous n'êtes pas un produit typique du député PS moyen, on va dire. Heureusement, on n'a pas eu ces remarques-là pour les UMP. Donc l'enjeu n'est pas tout à fait le même. Vous vous occupez d'affaires étrangères, mais vous avez longtemps suivi les questions sociales. Vous partagez d'ailleurs en commun avec M. Jacquat d'avoir été médecin, d'être médecin. Vous avez écrit un essai sur retraite et vieillissement pour un nouveau contrat social. Donc nous sommes évidemment au cœur de la discussion. Donc à vous de développer votre position. Bien, merci beaucoup. On passe d'un inactif et de deux actifs à maintenant un actif et deux inactifs. Donc, vous voyez, tout se transforme. D'abord, bravo pour le rapport. Le basculement est brutal. Hein. Voilà, c'est pour dire que c'est possible, mais en petit nombre. Et donc, bravo à tous ceux qui ont travaillé avec une technicité et une scientificité qui dépassent très largement, à vrai dire, l'appropriation simple du politique et éventuellement de l'opinion publique. Tout ça pour dire que nous regardons les choses avec beaucoup d'intérêt, mais quand j'entendais à plusieurs reprises, et de façon fort légitime, les techniciens et les experts garantir ce qui va se passer en 2035 en matière de retraite, je me disais, honnêtement, nous, on n'arrive pas à affirmer cette promesse. Et en tout cas, ce n'est pas le regard politique, objectivement, que nous avons. Ce que nous avons comme regard, il y a deux façons, justement, de le considérer. Le premier, c'est de se dire que, finalement, les réformes des retraites ont toute une vision stratégique profonde, mais enfin on en fait quand même tous les 2-3 ans, ce qui laisse à penser que quand même on a du mal à passer le cap d'un quinquennat pour regarder la retraite. Et que d'ailleurs, si nous étions un peu des historiens, avec un peu de distance, on pourrait peut-être penser que d'un certain point de vue, c'est peut-être pas plus mal que ça, que d'avoir une succession de retraites qui permet des atterrissages, des prises en compte, des évolutions de l'opinion publique et de ses sentiments. Je crois pour ma part qu'il faudrait effectivement avoir une vision peut-être un petit peu plus stratégique et que cette vision un peu plus stratégique, elle est portée d'un certain point de vue par l'opinion publique qui attend, et je parle notamment des nouvelles générations, des générations post-baby-boom qui, le moins qu'on puisse dire, ne se sont pas exprimées et ne sont pas relayées aujourd'hui dans le débat politique. Parce que si on regarde les arbitrages qui sont faits, par exemple dans la proposition qui est celle du gouvernement, et qui était globalement d'ailleurs aussi la proposition précédente, c'est qu'on joue beaucoup, et je trouve ça légitime, sur l'allongement de la durée des cotisations, étant entendu que là, vraisemblablement, on est au bout de ce que l'on peut raisonnablement demander et exiger d'un point de vue scientifique, et qu'on a décidé de sauvegarder la deuxième partie de la génération du baby-boom, auquel nous appartenons les uns et les autres, pour la plupart d'entre nous, à qui, effectivement, on ne demandera pas de travailler un peu plus longtemps, en tout cas par la base de départ à la retraite. C'est un choix politique, social, qui correspond à une certaine forme de réalité. Je pense que dans les années qui viennent, si nous sommes amenés à revoir un petit peu notre système de retraite, nous serons amenés à prendre en compte les aspirations d'une nouvelle génération qui ne considérera pas que la satisfaction des besoins de leurs parents est d'abord la seule et unique question sociale qui est à résoudre, mais qu'ils ont peut-être même des aspirations. Et donc on sera amené à se projeter un petit peu plus. Et dans cette projection, indiscutablement, je pense que les éléments de travail que vous apportez et la question d'une réforme dite systémique sera un des éléments qui seront présents dans la discussion sur la table. Et pour aller vite, je pense d'ailleurs que on parle, et je connais le tropisme économique et assurantiel de votre Assemblée, mais on ne peut pas résumer la problématique du vieillissement à la problématique du calcul des retraites. Je voudrais bien... On a parlé de la dépendance ou de la perte d'autonomie. Il faudrait parler de la transformation profonde du système de santé, des transformations urbaines, que ceci... Ce sont des questions... Moi, je reviens d'un colloque sur le vieillissement avec la Chine. Il se pose ce type de questions. Nous, on a l'impression de ne se poser que les questions, et ceux qui
prétendent comme moi de dire il y a un problème global du vieillissement, il faut adapter la société. On vous dit, vous êtes bien gentil, c'est un intellectuel doux, là, bon, et puis ça n'a pas d'intérêt. Moi, je peux vous dire que le système de santé, que je connais alors un petit peu mieux, n'est absolument pas adapté à la question du vieillissement, que c'est un choc puissant. C'est d'ailleurs les polémiques que vous avez peut-être vues sur la stratégie nationale de santé, sur le rapport du Haut Conseil de l'assurance maladie, etc. Ceci a des impacts économiques, pour ne parler que de ça, absolument colossaux, sans parler des pertes de chance, etc., et des pertes de qualité. Mais on n'en parle absolument pas, et je trouve ça profondément dommage. Donc sur la table, il faudra qu'on parle effectivement des retraites de la génération des post-baby-boom, il faudra qu'on parle des problèmes des prélèvements sociaux globaux, et y compris ceux qui sont affectés effectivement à la santé ou à la retraite, ce qui est quand même là, j'ai un désaccord avec Éric Woerth. On n'arrêtera pas le débat politique, à la fois des inégalités à l'intérieur des générations, ni du problème de la répartition des richesses entre les générations. C'est un débat politique. Et d'ailleurs, peut-être qu'à force de le maltraiter comme la génération des baby-boom le maltraite, on aura un jour une révolte de la génération, des nouvelles générations post-baby-boom qui poseront d'une façon beaucoup plus drastique le problème de la répartition des richesses. Et j'allais dire, c'est peut-être pas souhaitable, surtout quand on appartient à cette génération, mais en tout état de cause, ça sera une question politique qui sera posée, et qui est implicitement posée. Il faudra donc accepter qu'elle le soit. Donc on ne peut pas avoir qu'un pilotage automatique du système. Il y aura des arbitrages politiques dans les 5 ans, dans les 10 ans, dans les 15 ans, dans les 20 ans qui viennent. Ils continueront à se poser. Alors, s'agissant de la réforme et telle qu'on peut l'envisager, d'abord, vous avez raison de continuer à travailler, parce que je crois que, comme on aura peut-être à parler des retraites dans le futur quinquennat, d'après 2017, je pense que la question sera posée, et il faudra mettre sur la table cette question. Et donc avancer intellectuellement, techniquement. Je crois, je vais aller vite parce que je ne veux pas perdre trop de temps. Je suis personnellement pour l'instauration du système par points, parce que je crois qu'il faut unifier. Il y a un besoin de transparence, il y a un besoin d'unification qui est profond dans le pays. Je ne le traite pas comme mon voisin, mais il est clair que tous ceux, y compris dans la salle, qui ne comprennent pas qu'il va y avoir une demande absolue démocratique, de transparence et d'unification, se réservent des défaites mémorables. Et donc, il serait temps d'aborder dans une réforme par point, et c'est l'intérêt du dialogue social et de tous les partenaires du dialogue social, qui arriveront beaucoup mieux à gérer dans une réforme systémique et de réforme par point qu'en gérant les problèmes de transparence et d'unification filière par filière. Ça sera extrêmement difficile à gérer. C'est bien par un Big Bang relatif qui prendra du temps, qui sera géré, où on mettra les nouvelles générations par rapport aux anciennes, etc., que les tenants des légitimités du système actuel et de ses problèmes trouveront plus de fluidité dans une réforme globale systémique pour eux-mêmes qu'ils ne le trouveront dans l'absence de réponse ou la réponse dans un système maintenu. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais en tout cas, peut-être pas de tout le monde, mais j'espère avoir été compris de quelques-uns. Bon, donc on a intérêt à avoir à mettre sur la table ce système. Je crois que c'est quelque chose. Bon, en plus, ça correspond aux carrières. On va visiblement à des carrières qui seront beaucoup plus ondoyantes entre le public et le privé, entre les différents systèmes. Et donc, je crois que cela correspond à la chose. La seule chose, et in fine, moi, j'attire l'attention du fait que je pense que nous sommes au bout quand même d'un certain nombre de questions sociales. Certains, d'une façon un peu polémique, mais avaient-ils totalement tort, on dit que la société française avait eu une préférence politique pour le chômage. Est-ce que la société française aura demain une préférence politique pour un affaiblissement dans 10 ou dans 15 ans des retraites des Français? C'est une question qui est aussi posée et qui était posée à tout le corps social, parce que si on peut aujourd'hui exiger d'avoir des retraites qui tiennent compte de l'opinion, car on ne gouverne pas contre l'opinion, on ne réforme pas contre l'opinion. En même temps, il faut se donner les moyens d'un dialogue social un peu stratégique. Je pense que ces discussions devraient continuer autour de cette problématique des comptes nationaux. Elles devraient continuer des mois qui viennent à d'autres dates, et n'interrompons pas ce dialogue qui devrait quand même permettre de faire converger, toutes choses étant
égale par ailleurs les éléments d'une convergence, parce que ce sera dans quelques années, on vérifiera vite que c'est l'intérêt général d'arriver non pas à une conflictualité, mais à une convergence. Et de ce point de vue, moi, qui dois sans doute avoir une carrière déjà assez longue, j'ai quand même eu toutes les années 90 marquées par la droite qui nous expliquait que la capitalisation était la seule solution pour s'en sortir pour les retraites. Donc je prends acte du fait que cette page est tournée, mais j'ai mal entendu, c'est cela, et surtout c'est déjà la vieillesse, Alzheimer me guette et j'ai des troubles cognitifs, mais voyez, donc je pense qu'il y a quand même matière pour tout le monde à trouver des convergences, en tout cas c'est ce à quoi j'appelle aujourd'hui. Voilà. En matière de choix implicites, je vous renvoie une note de l'économiste Patrick Artus récente qui fait une comparaison France-Allemagne. Il dit le choix implicite et explicite de l'Allemagne, c'est qu'elle préfère son industrie à ses services, et donc qu'elle écrase les services pour renforcer l'industrie. Et le choix implicite de la France et non explicite, c'est de privilégier les gens qui sont en seconde partie de vie à ceux qui sont en première partie.